Bienvenue sur Classique en lecture. La main d'écorché de Guy de Maupassant. Il y a 8 mois environ, un de mes amis, Louis R., avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en causant littérature, peinture et en racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup la porte s'ouvre, toute grande, et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens » s'écrie-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bille » répond l'un. « Non, tu es trop gai, tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle, ou de mettre ta montre chez ma tante » répond un autre. « Tu viens de te griser » riposte un troisième, « et comme tu as senti le punch chez Louis, tu es monté pour recommencer. » « Vous n'y êtes point, je viens de P, en Normandie, où j'ai été passé 8 jours, et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. » À ces mots, il tira de sa poche une main d'écorché. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue, et comme crispée. Les muscles d'une force extraordinaire étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieue. Figurez-vous, dit mon ami, qu'on vendait l'autre jour les défroques d'un vieux sorcier, bien connu dans toute la contrée. Il allait au sabbat tous les samedis, sur un manche à balai, pratiquer la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu, et leur faisait porter la queue comme celle du compagnon de saint Antoine. Toujours est-il que ce vieux gredin avait une grande affection pour cette main, qui, disait-il, était celle d'un célèbre criminel, supplicié en 1736, après avoir jeté la tête la première, dans un puits, sa femme légitime. Ce quoi faisant, je trouve qu'il n'avait pas tort. Puis, pendu au clocher de l'église, le curé, qui l'avait marié. Après ce double exploit, il est allé courir le monde, et dans sa carrière aussi courte que bien remplie, il avait détroussé 12 voyageurs, enfumé une vingtaine de moines dans leur couvent et fait un sérail d'un monastère de religieuses. « Mais que vas-tu faire de cette horreur » nous écriâmes-nous. « Eh, parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. » Mon ami, dit Henry Smith, un grand Anglais très flegmatique, « je crois que cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par le procédé nouveau. Je te conseille d'en faire du bouillon. » « Ne raillez pas, messieurs, » reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine aux 3/4 gris. « Et toi, Pierre, si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement ce débris humain, de crainte que le propriétaire ne vienne te le redemander. Et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes, cette main, car tu sais le proverbe, qui a tué, tuera. »« Et qui a bu, boira, » reprit l'amphitryon. Là-dessus, il versa à l'étudiant un grand verre de punch, l'autre l'avala d'un seul trait et tomba ivre-mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires formidables, et Pierre, élevant son verre et saluant la main, « Je bois, dit-il, à la prochaine visite de ton maître. » Puis on parla d'autre chose, et chacun rentra chez soi. Le lendemain, comme je passais devant la porte, j'entrai chez lui. Il était environ 2 heures. Je le trouvai lisant et fumant. « Eh bien, comment vas-tu » lui dis-je. « Très bien, me répondit-il. « Et ta main ?»« Ma main ? Tu as dû la voir à ma sonnette, où je l'ai mise hier soir en rentrant. Mais à ce propos, figure-toi qu'un imbécile quelconque, sans doute pour me faire une mauvaise farce, est venu carillonner à ma porte vers minuit. J'ai demandé « Qui est là ?» Mais comme personne ne me répondait, je me suis recouché et rendormi. En ce moment, on sonna. C'était le propriétaire, personnage grossier et fort impertinent. Il entra sans saluer. « Monsieur, dit-il à mon ami, je vous prie d'enlever immédiatement la charogne que vous avez pendue à votre cordon de sonnette, sans quoi je me verrai forcé de vous donner congé. »« Monsieur, reprit Pierre avec beaucoup de gravité, vous insultez une main qui ne le mérite pas. Sachez qu'elle a appartenu à un homme fort bien élevé. » Le propriétaire tourna les talons et sortit comme il était entré. Pierre le suivit,
décrocha sa main et l'attacha à la sonnette pendue dans son alcôve. « Cela vaut mieux, dit-il. Cette main, comme le frère il faut mourir des trappistes, me donnera des pensées sérieuses tous les soirs en m'endormant. » Au bout d'une heure, je le quittai et je rentrai à mon domicile. Je dormis mal la nuit suivante, j'étais agité, nerveux. Plusieurs fois je me réveillais en sursaut. À un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi, et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappé à ma porte me fit sauter du lit. C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Ah, monsieur !» s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde, on discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérorait, racontait et commentait l'événement de toutes les façons. Je parvins à grand-peine jusqu'à la chambre. La porte était gardée. Je me nommai, on me laissa entrer. 4 agents de la police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, ils parlaient bas de temps en temps et écrivaient. 2 docteurs causaient près du lit, sur lequel Pierre était étendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux démesurément ouverts, ses prunelles dilatées, semblaient regarder fixement, avec une indicible épouvante, une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés, son corps, à partir du menton, était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair. Quelques gouttes de sang maculaient sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardai par hasard la sonnette de son alcôve. La main d'écorché n'y était plus. Les médecins l'avaient sans doute enlevée pour ne point impressionner les personnes qui entraient dans la chambre du blessé, car cette main était vraiment affreuse. Je ne m'informai point de ce qu'elle était devenue. Je coupe maintenant, dans un journal du lendemain, le récit du crime, avec tous les détails que la police a pu se procurer. Voici ce qu'on lisait. Un attentat horrible a été commis hier sur la personne d'un jeune homme, M. Pierre B., étudiant en droit, qui appartenait à une des meilleures familles de Normandie. Ce jeune homme était rentré chez lui vers 10 heures du soir. Il renvoya son domestique, le sieur Bouvin, en lui disant qu'il était fatigué et qu'il allait se mettre au lit. Vers minuit, cet homme fut réveillé tout à coup par la sonnette de son maître qu'on agitait avec fureur. Il eut peur, alluma une lumière et attendit. La sonnette se tut enfin 1 minute, puis reprit avec une telle force que le domestique, éperdu de terreur, se précipita hors de sa chambre et alla réveiller le concierge. Ce dernier courut avertir la police et au bout d'un quart d'heure environ, 2 agents enfonçaient la porte. Un spectacle horrible s'offrit à leurs yeux. Les meubles étaient renversés, tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu entre la victime et le malfaiteur. Au milieu de la chambre, sur le dos, les membres raides, la face livide et les yeux effroyablement dilatés, le jeune Pierre B. gisait sans mouvement. Il portait au cou les empreintes profondes de 5 doigts. Le rapport du docteur Bourdeau, appelé immédiatement, dit que l'agresseur devait être doué d'une force prodigieuse et avoir une main extraordinairement maigre et nerveuse, car les doigts qui ont laissé dans le cou, comme 5 trous de balle, s'étaient presque rejoints à travers les chairs. Rien ne put faire soupçonner le mobile du crime, ni quel peut en être l'auteur. La justice informe. On lisait le lendemain dans le même journal. Monsieur Pierre B., la victime de l'effroyable attentat que nous racontions hier, a repris connaissance après 2 heures de soins assidus donnés par monsieur le docteur Bourdeau. Sa vie n'est pas en danger, mais on craint fortement pour sa raison. On n'a aucune trace du coupable. En effet, mon pauvre ami était fou. Pendant 7 mois, j'allais le voir tous les jours à l'hospice, où nous l'avions placé. Mais il ne recouvra pas une lueur de raison. Dans son délire, il lui échappait des paroles étranges, et comme tous les fous, il avait une idée fixe. Il se croyait toujours poursuivi par un spectre. Un jour, on vint me chercher en toute hâte, en me disant qu'il allait plus mal. Je le trouvais à l'agonie.
Pendant 2 heures, il resta fort calme. Puis tout à coup, se dressant sur son lit, malgré nos efforts, il s'écria en agitant les bras, et comme en proie à une épouvantable terreur. « Prends-la, prends-la !» « Il m'étrangle, au secours, au secours !» Il fit 2 fois le tour de la chambre en hurlant, puis il tomba mort, la face contre terre. Comme il était orphelin, je fus chargé de conduire son corps au petit village de P, en Normandie, où ses parents étaient enterrés. C'est de ce même village qu'il venait, le soir où nous l'avions trouvé, buvant du punch chez Louis R, et où il nous avait présenté sa main décorchée. Son corps fut enfermé dans un cercueil de plomb, et 4 jours après, je me promenais tristement avec le vieux curé, qui lui avait donné ses premières leçons, dans le petit cimetière où l'on creusait sa tombe. Il faisait un temps magnifique, le soleil tout bleu ruisselait de lumière, les oiseaux chantaient dans les ronces du talus, et bien des fois, enfants tous deux, nous étions venus manger des mûres. Il me semblait encore le voir se faufiler le long de la haie et glisser par le petit trou que je connaissais bien, là-bas, tout au bout du terrain où l'on enterre les pauvres, puis nous revenions à la maison, les joues et les lèvres noires du jus des fruits que nous avions mangés. Et je regardais les ronces, elles étaient couvertes de mûres. Machinalement j'en pris une, et je la portai à ma bouche. Le curé avait ouvert son bréviaire, et marmonnait tout bas ses orimousses, et j'entendais au bout de l'allée la bêche des fossoyeurs qui creusaient la tombe. Tout à coup, ils nous appelèrent, le curé ferma son livre, et nous allâmes voir ce qu'il nous voulait. Il avait trouvé un cercueil. D'un coup de pioche, ils firent sauter le couvercle, et nous aperçûmes un squelette démesurément long, couché sur le dos, qui de son œil creux semblait encore nous regarder et nous défier. J'éprouvai un malaise, je ne sais pourquoi, j'eus presque peur. « Tiens !» s'écria un des hommes. « Regardez donc, le gredin a un poignet coupé. Voilà sa main. » Et il ramassa à côté du corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. « Dis donc, » fit l'autre en riant, « on dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. »« Allons, mes amis, dit le curé, laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. » Le lendemain, tout était fini, et je reprenais la route de Paris, après avoir laissé 50 francs au vieux curé, pour dire des messes pour le repos de l'âme de celui dont nous avions ainsi troublé la sépulture. Merci d'avoir écouté La main décorchée de Guy de Maupassant sur Classique en lecture. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.